Bien, bonjour toutes et tous, merci d'être venus. Donc, nous allons commencer cette conférence avec Habib Kasdagli. Nous allons commencer cette conférence avec Habib Kasdagli, dont moi je suis Denis, de Raja Tikva, association d'amitié arabo-juive, qui a des difficultés à vivre dans la conjoncture actuelle, mais qui maintient fermement ses activités. Et il nous a semblé tout à fait intéressant d'inviter Habib Kasdagli, qui est universitaire tunisien et qui a écrit sur beaucoup de domaines, et notamment sur toutes les minorités en Tunisie, minorité grecque, minorité juive. Il a également travaillé sur le mouvement communiste en Tunisie, et donc il est parfaitement habilité à venir nous présenter l'ouvrage qu'il a produit, qui sont « Les Juifs, nos frères en la patrie ». Alors, les Juifs, nos frères en la patrie, j'ai vu dans son livre qu'il s'agit d'une citation d'un monsieur Ben Diaf, rédacteur du texte émancipateur en Tunisie de 1857, et qui a qualifié les Juifs de frères dans la patrie, et s'était fait champion de leur représentation. Donc, ce titre est repris, enfin, le titre « Nos frères en la patrie » est repris de ce monsieur Ben Diaf. Habib Kasdagli est donc particulièrement habilité, nous le remercions d'être venu. On voudrait souligner qu'il a travaillé sur toutes ces questions et également qu'il a, au cours des dernières décennies, payé de sa personne et en étant l'objet d'un certain nombre de moments de répression en Tunisie. D'abord pour des islamistes qui, dans les années 2013, etc., ont perturbé et amené à ce qu'il y ait eu besoin d'une protection rapprochée pour mener ses activités. Et plus récemment, d'ailleurs, aussi, ce qui n'a pas de lien direct, mais dans son activité autour de la question des Juifs travaillant dans un colloque, il a eu des ennuis parce que dans un colloque auquel il assistait et qui se tenait depuis longtemps, il y avait des chercheurs de diverses nationalités, dont un chercheur israélien, et ça a posé problème parce qu'on l'a considéré à ce moment-là comme complice de sionistes ou de je ne sais quoi, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque au contraire, je dirais que ces prises de position sur la question de la Palestine sont tout à fait claires. Donc je voudrais juste terminer cette très brève présentation, donc souligner qu'il y avait aussi un intérêt personnel à inviter Habib Kasdagli en fonction de ce qu'il a vécu et du rôle qu'il a pu jouer. Donc là, je voudrais citer juste dans ce livre un élément qui, enfin comme ça, simplement, des telles discussions semblent inévitables dès lors que l'on parle des rapports entre juifs et musulmans. En Tunisie, comme dans le reste des pays arabes, les événements au Moyen-Orient ont une forte résonance. Les incompréhensions mutuelles, qui résultent des années de négation de l'autre et de l'oubli organisé, ne seront vaincues qu'au terme des négociations de paix palestino-israéliennes à propos du statut final des territoires arabes occupés par Israël et nécessairement après la reconnaissance d'un État palestinien à côté de celui d'Israël. Donc c'est un article qui date de 2003, je crois, mais les propos dits en 2003 ont encore une réalité aujourd'hui. Donc voilà, donc nous co-organisons avec le Forsem, et donc c'est Tar Kalfoun qui va dire quelque chose. Merci, mais tout a été dit par Denis, donc vraiment je n'ai pas beaucoup de choses à dire, sauf à remercier beaucoup Habib Kasdagli, un historien que nous avions déjà eu l'occasion d'inviter il y a 2 ans à l'école normale supérieure, un historien très connu au Maghreb, en Tunisie et même au-delà, pour ses travaux, la qualité de ses travaux. Parle plus fort. Oui, alors, je disais que M. Kasdagli est connu au-delà du Maghreb, au-delà de la Tunisie. Il était ancien doyen de la faculté des lettres de Tunis et la Manouba. Il a beaucoup de travaux sur la question des minorités. Denis vient de présenter un peu, très rapidement, ses travaux de recherche. Il faut que j'élève la voix. Je vais essayer. Non, je termine, je ne vais pas être long.
Simplement, bon, la question que Razali traite dans cet ouvrage, je n'ai pas encore lu, mais il est remarquable, parce que je l'ai écouté à l'instant à l'École normale supérieure. Mais c'est une question qui nous intéresse plus particulièrement et qui nous tient à cœur au sein de Forcem, puisque nous lui avons consacré un livre paru en 2023 sur les minorités. Donc nous avons traité la question copte en Égypte, la question berbère au Maghreb, la question yézidi, la question des Kurdes, etc., avec aussi des spécialistes. Donc M. Kazdari vient de publier ce livre, il est récent, sur la question des Juifs en Tunisie. Et je crois que ça résonne en nous un peu partout dans les sociétés d'islam, en même temps en France, puisque bon, il y a un vrai besoin de vivre ensemble et de coexister, etc., au-delà des appartenances confessionnelles, ethniques, nationalités, etc. Et donc, dans le cadre qu'il a été invité, à la fois par Raja Tikva et notre association Forcem. Et je vous remercie. Merci à vous deux. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois à Lyon, à l'école normale et aussi à Tikva et au Forcem. C'est un plaisir. Donc, comme il a été dit, c'est un travail de chercheur en histoire. Donc, je suis très lié depuis maintenant presque 20 ans avec Frédéric Abdicassis. Donc, nous avons organisé ensemble un grand colloque à Essaouira en 2010, mais sa préparation a bien commencé en 2006. Donc, ça fait 20 ans donc, de réflexion avec Karim Adiresh, avec beaucoup d'autres amis. Et ce travail a été engagé dans le cadre d'un laboratoire de recherche qui a maintenant presque 25 ans en plus, s'appelle Régions et ressources patrimoniales. Donc à la faculté, avec des collègues, nous avons fondé, donc, au début c'était une simple unité de recherche, et ensuite laboratoire de recherche. L'idée c'est de réfléchir tout ce qui constitue une source ou bien une ressource pour notre patrimoine. Nous considérons que tout ce qui s'est passé, toutes les traces dans nos pays, au-delà du contexte, évidemment, beaucoup de ces événements-là s'étaient passés en période coloniale, mais toujours, je dis que, évidemment, au moment de l'indépendance, on a demandé la fin d'un régime ou d'un système colonial, mais on n'a pas commencé à détruire les théâtres, ou bien à détruire les chemins de fer, ou bien les routes qui ont été faites à cette époque-là. On ne va pas dire parce que nous ne voulons pas le système colonial, nous ne voulons pas également tout ce qui a été fait, qui est là comme réalité. Donc, de même c'est impensable, ou bien tout ce qui a été fait, les destructions de Carthage ou bien des villes, c'était le comportement moyenâgeux qui a été, même il y a eu, au moment de la Révolution française, donc l'abbé Pierre avait dit il faut cesser avec cette barbarie révolutionnaire. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom de la Révolution qu'on va mettre fin ou bien se mettre dans le déni par rapport à ce qui avait existé avant, ou le mettre dans l'oubli. Parce qu'en réalité, la mémoire, si elle met dans l'oubli, mais en réalité, elle ne détruit pas. Tout ça, ça se prolonge d'une manière ou d'une autre. Donc l'idée de cette réflexion, qui n'est pas la mienne, que évidemment d'autres en Tunisie partagent cette idée-là, des fois on est remis en cause. Pourquoi? Parce qu'il y a un récit national qui avait prôné pour la réduction. Et c'est un phénomène lié à la mémoire, et nous savons tous que la mémoire, elle est à la fois la complice de l'histoire, mais des fois elle est en conflit avec l'histoire, parce que les mécanismes de la mémoire ne sont pas les mécanismes de l'histoire. L'histoire, c'est tout ce qui s'est passé, indépendamment de ce qu'on peut dire, la vie qu'on peut avoir avec ce qui s'est passé. On essaie de le comprendre, comment il s'est passé. Par contre, la mémoire, elle procède par deux mécanismes. Il y a donc l'oubli et le souvenir. Et on est tenté de tout ce qui est les bonnes choses, donc
On va se souvenir et on va les flatter, on va les gonfler à tout ce qui est qu'on ne partage pas, ou bien qu'on n'aime pas, tout simplement, par émotion ou par attitude subjective. Donc on va le mettre dans le casier de l'oubli, pensant qu'il est perdu. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est un refoulement. En réalité, c'est un refoulement, et il peut arriver, ou bien il peut surgir à n'importe quel... Donc il vaudrait mieux, il est même du devoir des universités, du devoir des historiens, d'étudier, ou bien revenir sur ce qui s'est passé, que d'essayer de refouler par attitude subjective, parce que je n'aime pas, donc je laisse de côté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'indépendance a détruit, au nom de cet idéal évidemment de liberté qui est incontestablement, donc l'indépendance est un grand moment dans l'histoire d'un pays, mais il y a eu des réalités qu'on peut qualifier de cosmopolitisme, ou bien de plusieurs communautés qui vivaient ensemble, et la communauté, ou bien le groupe majoritaire, et dans nos pays c'est le groupe arabo-musulman, qui a en gros donc, dirigé l'indépendance, ou bien c'est à lui qu'il est revenu l'indépendance. Il a voulu se débarrasser de tout ce qui avait existé durant la période coloniale. Donc, il y a eu des colons, mais il y a eu des ouvriers, il y a eu je ne sais pas, des groupes religieux ou des congrégations qui ont pensé aider à leur manière, de même qu'il y a eu des instituteurs laïcs ou bien des enseignants tout court. De même, il y a eu des partis, l'idée même, les partis nationaux eux-mêmes, si on voit tous les partis, les partis politiques des trois pays, tous ce sont d'inspiration occidentale dans leur méthode d'organisation, ou bien le syndicalisme, ou bien les associations. Tout cela n'existait pas avant, ou bien il y avait des formes rudimentaires d'existence. Donc, nous nous sommes dit qu'il est important donc, de revenir à ces moments. Et je reprends, c'est Madame Lucette Valenzi qui a préfacé, je prends ce mot, que l'histoire est bien comme une mosaïque. Et lorsque vous avez un tableau de mosaïque, il y a des milliers de fragments. Et il suffit dans un tableau qu'il manque un ou deux fragments sur 1000 ou 1500. On va se rendre compte que ces deux fragments, on va regretter que les deux fragments étaient disparus, on ne les a pas reconstitués. Donc l'histoire, elle est faite de ces fragments-là, il appartient à l'historien. Donc c'est d'où l'idée, évidemment, qui n'est pas partagée avec tout le monde. Ceux qui prennent le récit national, ils se sentent plus à l'aise dans cette idée-là qu'il y a un groupe et qui peut se réduire par la suite à un parti, et par la suite se réduit à un chef. Donc c'est plus simple, c'est plus facile que l'histoire soit faite de cette manière-là. Et ils évitent donc, au nom de l'unité, je ne veux pas, nous ne sommes pas des juges, les historiens, on ne veut pas. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils pensent que c'est mieux comme ça, donc d'unifier les gens, donc de les unir en disant que voilà, un seul groupe, un seul parti et un seul chef. Mais il se trouve que ces chefs-là, avec tout ce qu'ils ont fait de beau, ils se sont trompés, ou bien ils ont fini par devenir ils étaient des héros. À la fin, beaucoup d'entre eux sont devenus des monstres à la fin, parce qu'ils n'ont pas compris qu'une société, la diversité, n'est pas quelque chose de mauvais. Donc la diversité n'est pas... donc la diversité, c'est des idées, c'est un échange, et qui est une richesse. Et donc profitons, donc c'est pour cela que je reviens, c'est une source patrimoniale, c'est une ressource de laquelle on peut tirer profit. Aujourd'hui, ce n'est pas un appel, parce que des fois, nos détracteurs disent que vous êtes donc, si vous parlez des Juifs, donc vous êtes quelque part
vous avez des sympathies avec les Juifs. Donc, je dis, j'ai une sympathie pour tous ceux qui sont passés dans l'histoire d'un pays. C'est ma profession. Comme le médecin s'occupe du corps humain, nous, les historiens, on s'occupe du passé d'un pays ou des traces passées. Donc c'est nous allons faillir à notre devoir si on ne voit du passé qu'un aspect. Et d'où l'idée d'en faire une collection, donc Tunisie plurielle. Et à chaque fois, dans chaque livre, donc, nous sommes arrivés, là c'était le premier, au bout d'une année, maintenant une année et demie, nous sommes arrivés au numéro 7, le dernier qu'on a hier présenté à Tunis, pas de moi, mais la collection. Donc je n'ai fait que ce livre-là, mais j'en ai des projets, mais on ouvre on veut un espace de rencontre. Par exemple, nous avons traité des Italiens en Tunisie, des Pères blancs en Tunisie, des Espagnols, des réfugiés espagnols. Avec la fin de la guerre civile, donc il y a eu un groupe de républicains installés en Tunisie en historien, je vois qu'ils ont travaillé dans les mines. En historien, je les rencontre comme résistants. Il y a eu 2 morts espagnols en Tunisie, dans la résistance contre les Allemands, parce que les Allemands, ils ont passé, ils étaient rodés par la guerre qu'ils ont. Donc tout ça, où est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre dans leur bilan en Espagne, mais ils ont fait ça en Tunisie. Donc c'est de même que avec la révolution russe, donc il y a une partie des Russes qui étaient partis dans la mer Noire, donc ils sont partis sur les rivages de la Méditerranée. Il y avait parmi eux 6000 qui étaient venus en Tunisie. Et nous voyons des traces aujourd'hui desquelles on ne s'est pas occupé. À chaque fois, je le répète, cet exemple-là. Pendant mes 4 années à l'université, on nous demandait un certificat qu'on était en bonne santé. Donc il y avait un centre universitaire, de médecine universitaire. On allait chaque année, tous les étudiants passaient pour faire la visite. Et je vous assure que c'est bien après avoir mes diplômes que je m'étais rendu compte qu'à chaque fois, je passais, avant d'aller au centre, je passais devant une église que je ne voyais pas, qui est une église russe, qui se trouve jusqu'à nos jours à l'avenue Mohamed V, pour ceux qui connaissent Tunis. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui manque? C'est qu'il n'y a pas un apprentissage de la jeunesse, un apprentissage des étudiants de cette diversité. Donc, évidemment, on est fiers des mosquées, mais même le drame des mosquées, c'est l'interdiction de les visiter pour les gens qu'on pense qui ne sont pas musulmans, alors que les beautés de l'architecture dans le monde musulman se trouvent dans les mosquées. Donc, c'est interdit. Mais si en creusant qui a institué cela, c'est bien durant la période coloniale qu'il y a eu une loi. Donc c'est le résident général qui a interdit, soi-disant pour rassurer les musulmans que nous ne sommes pas venus pour conquérir c'est-à-dire les esprits et la foi. Donc c'était pour rassurer. Donc c'est une loi maintenant que si vous amenez avec un ami ou un collègue qui veut connaître vous dit non, c'est interdit pour les non-musulmans, c'est interdit. Alors que cette interdiction pour les non-musulmans, la loi a été faite par un non-musulman qui était Donc c'est cette idée-là qui nous a travaillé et que il s'agit à travers, donc ça a donné lieu à des polémiques et l'historien prône pour l'apaisement. Et je lis il y a quelques jours, notamment lorsque nous avons publié un très beau livre sur les Pères blancs, quelqu'un, pourtant je ne pensais pas, je ne soupçonnais pas, mais il a écrit « La Tunisie, un peuple homogène, façonné par l'histoire, soudé par l'identité ». Donc d'accord, il écrit comme je lis, on ne devrait pas brandir le mot diversité comme un étendard pour présenter la Tunisie comme un pays mosaïque. Donc il répond parce qu'il a écouté, mais dans un livre de 400 pages,
évidemment, on revient sur tout ce que, c'est-à-dire aucun groupe n'est idéalisé, n'est pris au nom d'une quelconque nostalgie. Mais il se trouve que les Pères Blancs, aujourd'hui, ils continuent à avoir une des meilleures bibliothèques à Tunis et ils continuent à avoir une revue qui est Libla. Donc pourquoi? Donc si c'est quelque chose d'abject ou bien que les gens ne refusent, pourquoi? Donc ils sont là et même lorsqu'il y a eu un incendie donc, en 2010, partout il y a eu des collectes pour reconstituer, donc de collecte de livres pour reconstituer, parce qu'une partie de l'intelligentsia, notamment dans les domaines littéraires et des sciences humaines, a pu passer un moment ou bien profiter de cette bibliothèque. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, dans l'histoire des Pères Blancs, c'est comme toutes les congrégations religieuses catholiques, l'idée, c'était une idée missionnaire. Mais est-ce que cette idée-là, sur les 100 ans, donc est-ce qu'elle a été toujours la même? Non. L'historien doit voir des évolutions. Il y a eu le cardinal de la Vigilie, il y a eu le congrès eucharistique, mais est-ce que les positions étaient, c'est-à-dire, ils étaient figées, ne bougeaient pas? Non. L'historien doit voir des évolutions. Il ne doit pas prendre une photo et il commence à casser cette photo. Il doit étudier les évolutions. Et est-ce que l'idée de départ est maintenue jusqu'à la fin? De même, pour arriver à notre sujet, sur les Juifs. Donc, sur les Juifs, donc, parmi les articles, parce que l'idée maintenant, c'est essentialiser, donc, et on revient, parce que dans les moments difficiles, donc chacun revient à sa case départ, à ce qu'il considère sa vérité religieuse ou, je ne sais pas, politique. Donc c'est comme tous les groupes humains, donc les Juifs, donc ils ont connu des évolutions. Et là, nous étions tout à l'heure à l'école normale, donc à voir plusieurs expériences vécues par les Juifs, comme tous les groupes humains. Est-ce que, sinon, c'est-à-dire ceux qui disent cela, on va prendre les musulmans tous d'un même bord, comme s'ils étaient tous une masse compacte. Donc tous les groupes humains, qu'ils soient politiques ou bien religieux, donc il nous appartient de voir comment ils ont évolué. Un article qui traite des Juifs anticolonialistes. Donc il y a bien eu, connaissant le sujet donc le Parti communiste sur lequel j'ai fait ma thèse, j'ai trouvé des échos comme étant c'est le parti des Juifs. Alors que maintenant, aujourd'hui, tous les Juifs sont des sionistes. Donc, alors, de même que tous les Juifs sont des pro-français. Il y en a eu dans tous les groupes, aussi bien musulmans que juifs que chrétiens, il y a eu des tendances. Donc, et pour le cas du Parti communiste, une bonne partie de ceux qui n'a pas adhéré à l'esprit donc de l'émancipation à la française, ou bien ceux qui n'ont pas été séduits par l'idée du sionisme, ou bien qui ont vu dans la solution de départ, donc comme pour Israël, comme solution. Les autres, oui, ils sont passés, ils étaient au Parti communiste. Et numériquement, par rapport à la représentation au sein du Parti communiste, il y a eu des moments, la représentation des Juifs par rapport au groupe de départ, donc ils étaient surreprésentés au sein du Parti communiste. À quelle enseigne, le secrétaire général du Parti communiste pendant des décennies était Maurice Nizar, donc un Juif. Georges Hadda, un Juif, d'origine juive, j'entends par là. Donc est-ce que par là, quelle est la vérité? Parce que il n'y a pas d'autre solution que d'étudier ces phénomènes, de les comprendre, et parce que c'est l'ignorance qui nous emmène dans des mauvaises positions. Et la connaissance, c'est elle qui nous facilite à mieux comprendre l'autre, et c'est la meilleure façon de nous comprendre nous-mêmes. Parce que c'est nous qui faisons ça, c'est nous qui créons de l'autre comme nous le diabolisons. Donc l'idée, pour revenir au titre, donc c'est Ibn Abi Dhiyaf,
c'est Ibn Abi Dhiaf, un chroniqueur tunisien, donc, qui était un peu le scribe du bey, de 3 beys, et il avait commencé sa première expérience avec Ahmed Bey, donc un réformateur. Il a fait même avec lui le voyage à Paris en 1846, et juste avant le départ en France, il a aboli l'esclavage. Donc, et il a fini ce même Ibn Abi Dhiaf, donc là, en 1846, il a continué à exercer avec d'autres beys jusqu'à 1857. 1857, il y a eu une forme de déclaration des droits humains suite à un incident où on avait tué un juif, mais ça a donné lieu à une loi fondamentale qui s'appelle le pacte fondamental. Et le brouillon, ou le texte préparatoire qui a été fait par lui, par Ibn Abi Dhiaf, et ça a donné lieu une année après, ou 2-3 ans après, à la première constitution. Donc il s'est mêlé, Ibn Abi Dhiaf, à tout cela, à tout ce débat, et il s'est posé la question, comme vient de le dire Denis, sur la question, parmi les idées ou bien les projets qui sont nés de cette constitution, c'est la formation d'un, je ne dirais pas un parlement, il ne faut pas l'entendre comme aujourd'hui, un parlement élu au suffrage universel, non, il était désigné sur proposition, il y avait les ministres, il y avait comme le qualificatif qu'on donnait aux Algériens, on disait pas, on utilise le mot dziri, mais surtout gharaba, parce qu'ils viennent de l'ouest. Ou bien on dit qu'ils sont des Wurgli ou des soufis, souf, en fonction de l'origine. Mais ces mêmes originaires en tant que communauté vont se transformer, c'est-à-dire la réalité les transforme et en fait d'eux autre chose, et sont devenus, lorsqu'ils sont rentrés en 62, ils sont rentrés comme c'est-à-dire pris par le vent du nationalisme, donc par un autre esprit. Donc c'est-à-dire ces évolutions qu'il nous appartient à étudier. C'est le cas aussi des... Parce que aussi on peut nous reprocher, vous n'allez parler que des Juifs, ou bien des Maltais, ou bien des Italiens, ou bien des Français. Non, c'est tout ce qui s'est passé, qui est passé par la Tunisie, devient un fait marquant ou un fragment, pour reprendre donc le mot que nous avons utilisé, donc un fragment de cette histoire, un morceau de cette histoire qu'il est important pour nous d'expliquer beaucoup de phénomènes aujourd'hui qu'on voit donc, concernant l'immigration. Donc aujourd'hui on voit ceux qui sont en train de mourir en pleine Méditerranée. Donc c'est le même phénomène qui s'est passé au XIXe siècle. Les barques, à peu près, c'est les mêmes formules, sauf qu'aujourd'hui, ils sont avec des moteurs. Mais avant, c'était avec la voile. Ça se faisait en été, parce que la mer elle est plus clémente. La même chose aujourd'hui. Avant, ça se faisait du nord vers le sud. Aujourd'hui, ça se fait du sud vers le nord. Donc, c'est à nous, c'est important de... Ce qu'avait dit Brodel, montrer que c'est une plaine liquide. Et lorsqu'on dit une plaine, ça veut dire que les mouvements ne s'arrêtent jamais. Même si donc toutes les politiques qui se font aujourd'hui, donc bon, ils peuvent aboutir, mais momentanément, ou bien peuvent être utilisés dans des batailles électorales ou politique. Donc vous êtes en pleine campagne électorale en France, donc et c'est le mot, il n'y a pas de quelque chose de plus facile de le trouver, c'est l'étranger. Donc l'étranger qui est la cause de tous les malheurs du mot d'une société. Et donc voilà, c'est cette vision. Donc je ne voulais pas être trop long, donc j'aimerais plus réagir par rapport à un débat, parce que je dirais, je ne vais pas vous lire tout le parce que c'est une séance aussi faite pour la promotion du livre, donc c'est pour que les gens le lisent, l'achètent. Voilà, donc voilà, c'est dans ce contexte-là que nous avons produit ce livre-là et les autres livres. Donc je n'ai pas voulu seulement focaliser sur le mien, mais pour dire qu'il y a d'autres livres qui sont aussi en projet,
Et je terminerai par l'idée, parce que le premier test qui a été fait avec l'éditeur, il voulait me dire qu'on fasse quelque chose ensemble, etc. Et j'ai trouvé qu'il avait donné le mot Santillana à sa collection. Donc je lui dis, est-ce que vous, donc premier test donc avec vous, est-ce que vous pouvez me résumer en 5 minutes qui est ce monsieur Santillana, parce que pour beaucoup de gens disent que c'est une maison d'édition étrangère. Et c'est un juriste, jeune juriste, il était passionné, il a compris. Donc ma question, il m'a dit que j'étais imprégné par le parcours de ce David Santillana, qui est en fait un juif tunisien, mais originaire de Gibraltar. Donc, de fait de sa position, donc, il a fréquenté les universités anglaises, il a connu l'arabe, il a fait des études en Italie, mais surtout célèbre pour les juristes en Tunisie, qu'il a fait la synthèse, il a fait une commission qui avait fait la synthèse entre le droit romain et le droit musulman. Donc, c'est jusqu'à nos jours, donc le code des obligations, donc COB, donc par lequel les juges jusqu'à nos jours donc font leur jugement, c'est en fonction de la loi de 1906. Et comme lui, il m'a dit, j'étais imprégné par ce personnage. Donc un des livres, de prochains livres que nous allons publier, ça va porter donc sur David Santillana en tant donc on l'appelle comme un non, c'est un idéal type. Donc c'est un exemple de personne qui a intégré plusieurs civilisations. C'est notre rôle. Donc si on dit que nous sommes des Méditerranéens, donc on doit le prouver. C'est pas seulement en disant voilà, il y a la mer qui nous unit, mais comment? Donc il nous unit donc c'est-à-dire dans les batailles d'aujourd'hui, à résoudre des problèmes. Voilà. Donc j'ai voulu être succinct donc pour présenter les grandes lignes de ce que. Et je voudrais qu'il y ait surtout une séance. Je pense que l'objectif de cette association, c'est de développer l'échange et les questions donc, autour des problèmes, à partir des problèmes passés, mais comment résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Merci. Merci. Merci à vous. Et donc, je vais prendre questions et interventions, apports, peut-être que par rapport à cet exposé. Donc, est-ce qu'il y a tout de suite des... Oui. S'il vous plaît, juste présentez, parce que pour que je puisse noter vos noms et comme ça. Je m'appelle Sam. Et je voulais vous poser... déjà, je voulais vous remercier pour votre venue. Et j'avais une petite question. Vous avez évoqué différentes communautés qui sont passées par la Tunisie. Donc les Grecs, les Italiens, les Russes, tout ça. Et je voulais savoir s'il y avait des juifs qui étaient, des personnes juives qui appartiennent à plusieurs communautés à la fois. Parce qu'on sait qu'il y a une forte communauté juive en Russie. Et parmi les immigrants russes, est-ce qu'il y avait aussi des personnes juives? Est-ce qu'on peut peut-être prendre plusieurs... Je sais pas, il a évoqué l'immigration. Oui. Je pense lors de la Révolution. Ça tombe bien parce que je connais un cas précis que j'ai connu moi-même. Frédéric, oui, moi j'avais peut-être une question sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu quand même une occupation allemande forte et violente, et savoir quel tournant ça avait représenté dans l'histoire de la Tunisie et des Juifs de Tunisie. Oui. Moi j'aurais aussi une question qui prolonge un peu celle de Frédéric, mais quelle est l'actualité des Juifs de Tunisie? En nombre, ils ont considérablement diminué. Quelle est la réalité aujourd'hui et quelle est l'identité, et comment ça se manifeste dans cette identité aujourd'hui des Juifs de Tunisie et quelles en sont les manifestations? Alors, oui. Pourquoi les Juifs de Tunisie sont tous partis? Parce que moi, quand j'avais 20 ans, à la fac, je fréquentais tout un groupe de Juifs tunisiens.
Et c'était en 63 et ils étaient partis depuis. Vous connaissez une partie, en tout cas, pas toute la... Parce que vous parlez là en tant que témoin. Donc, Oui, vous avez dit, vous avez chiffré 63, donc vous avez dit, donc oui, vous avez vécu. J'ai Donc. ces jeunes qui avaient mon âge. Oui. Et j'étais vraiment très amie avec eux. J'allais manger cachère dans leur restaurant à côté de la fac. Mais j'ai jamais, je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Oui, moi je me demandais, les Juifs de Tunisie, les Juifs de Tunisie, depuis quand ils étaient installés là? Est-ce que ça datait de l'exil post-romain, ou est-ce que c'était des Juifs qui venaient de Séfarade, de l'Espagne, ou est-ce qu'ils provenaient d'autres lieux? Est-ce qu'ils étaient installés depuis le XVIe siècle ou avant? Quelle était cette communauté juive en Tunisie? Excusez-moi, je prends ces 5 comme ça, donc je ne peux faire pas, sinon je vais oublier. Vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas répondu à... Donc on fait une série de réponses et on refera une série de questions. Désolé, il y a tout à fait le temps. Il y a tout à fait le temps. Donc pour ce qui est c'est-à-dire des Juifs, est-ce qu'ils sont un seul bloc? Parce qu'il faut dire que non. Vous avez cité par exemple les Russes qui étaient venus. Donc il y avait parmi eux des Juifs russes. Donc, même si la majorité était plutôt, ils étaient orthodoxes, et ce qui les distinguait, c'était la population, en gros, qui n'avait pas soutenu la révolution, et ceux qui, par la suite, ils ont eu peur d'être pourchassés. Donc comme c'est la France et l'Angleterre qui étaient intervenus à la fin, donc, pour soutenir une partie, c'est une guerre civile. Comme toutes les guerres civiles, il y a des gens de l'étranger qui, même si la guerre s'est faite entre pro-révolution et contre-révolution, etc. Donc, bon, il se trouve, mais il y avait parmi eux des Juifs, donc très petits. Mais, par exemple, je connais le père de mon professeur Annie Goldzeger. Donc son père, le docteur Goldzeger, a été pour joindre pour faire le joint avec ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale, parmi le groupe on ne peut pas dire résistants, mais c'est le mot qui leur a été qualifié comme étant des dissidents. Dissidents, donc c'est à la fois les réseaux mouniers, ou bien c'est-à-dire tous ceux qu'on considérait qui n'étaient pas des gens loyalistes par rapport à Vichy. Donc même s'ils n'ont pas manifesté, n'ont pas distribué de tracts, ou n'ont pas fait de... Mais ils étaient considérés... Et parmi eux, donc ils n'étaient pas forcément... Mais, par exemple, le docteur Goldzeger, bien Serge Moiti, ou bien d'autres militants socialistes, ils étaient sous c'est-à-dire ils ont été arrêtés au mois de février 1943. Ils ont été emmenés à Rome par avion et par la suite envoyés dans des camps en Allemagne, mais on n'avait rien trouvé sur eux parce qu'en fait il y avait un autre avion qui détenait les documents des renseignements, donc mais apparemment cet avion était tombé en pleine mer, ce qui fait qu'ils n'ont pas trouvé de documents. Ils ont été libérés, mais par la suite, une fois se sont trouvés en France, certains parmi eux qui n'avaient pas de famille pour les protéger, etc., ils ont été attrapés. Donc ils ont été, par exemple, le docteur Goldzeger, de même que Victor Cohen-Adria. Donc ils ont été libérés, mais ils n'ont pas su bien se cacher en France. Ils n'avaient pas de famille, donc ils ont été arrêtés à nouveau comme juifs cette fois-ci, et ils ont été, donc ils ne sont jamais revenus. Par contre, Serge Moiti, il est rentré, André Durand-Viviel, Alexandre Fichet, d'autres, ils ont pu, donc ils étaient parmi ceux qui ont été arrêtés,
et envoyés dans les camps, mais il n'y avait pas pour les Allemands. Donc là, les Juifs, évidemment, il y avait aussi le fameux, le Charlie Hebdo, comment il s'appelle, qui était parmi originaire de Tunisie. Oui, Wolinski, donc son père, oui, il est en Tunisie. Donc Wolinski. Donc il y a eu des gens qui s'étaient réfugiés en Tunisie. Donc de même que ça a été dit, c'était l'objet de notre tout à l'heure. Donc j'ai exposé un document où il y avait jusqu'au 19e siècle. C'est-à-dire, on savait, il n'y avait pas de recherche, parce que la réponse à M. Arbib, c'est que on savait qu'ils étaient là, mais on n'avait pas de preuves, ou bien il n'y avait pas de documents qui peuvent nous faire le traçage de toute la présence des Juifs. Donc, évidemment, l'idée que depuis la première destruction du temple, il y a cette évocation, mais nous n'avons pas de preuves. Donc, il ne faut pas, les historiens, de même que c'est beau, donc, que Carthage a été construite par Didan, par Alice, mais on n'a pas de preuves. Mais c'est beau de retenir cela. On dit que les Hébreux étaient venus avec les Phéniciens. Également, on fait dater cette présence. L'historien peut affirmer, peut prendre certains mythes comme fondateurs, comme étant existants, mais il reste à ce qu'il puisse les vérifier, parce que notre connaissance de Carthage d'il y a 100 ans, elle a beaucoup évolué en fonction de ce que nous trouvons. Et donc, par exemple, les découvertes du père de Lattre, un père blanc qui était à la recherche des traces des martyrs et à la recherche des premiers chrétiens, l'ont amené à trouver, ce qu'on appelle Jbel Khafi à Gamart, des sépultures et un cimetière juif, alors que lui, il était à la recherche des traces de la chrétienté. De même que les militaires, donc au sud de Tunis, qu'il y a un village, une ville, je ne sais pas, aujourd'hui c'est la banlieue de Tunis, Hammamlif, s'appelait Naro. Ils ont pu trouver une synagogue qui daterait du IVe siècle. Donc c'est au fur et à mesure donc, de l'évolution de l'archéologie, de même dans les textes, ce que nous n'avons pas de textes des Juifs de l'époque chrétienne, du temps de Saint Augustin ou de Saint Cyprien. Par contre, Tertullien, nous avons ce qu'on appelle des adversus judaeus, des pamphlets anti-juifs. On ne peut pas faire d'un pamphlet contre quelqu'un qui n'y en a pas, donc ça n'existe pas. Donc ces derniers temps, ça fait 10 ans, on a trouvé à Kiribia une synagogue. Donc tout ça, donc c'est au fur et à mesure des découvertes qu'on peut faire reprendre la chaîne. Tout à l'heure, je lisais une partie d'un texte d'Eliezer Ashkenazi, donc c'est un antiquaire qui venait au XIXe siècle pour chercher des manuscrits en Tunisie, et il s'est lié, ou bien un journal parisien, s'appelle Libanon, le Liban, donc lui a posé la question, pose aux gens qui sont là-bas une question, depuis quand ils étaient là. Au maximum, ils ont dit que nous étions là depuis 300 ans. On n'a pas trouvé de gens qui... Et il s'est interrogé pourquoi. Il dit que parce que ici les gens ne lisent pas, ils ne lisent que les livres religieux. En Algérie, au Maroc et en Tunisie, ce qui les intéresse, que seulement les livres religieux, mais réfléchir sur ces questions du passé. Donc il y a eu une évolution. Donc on peut dire que cette présence, elle est ancienne, évidemment, sauf que on n'a pas les moyens de dire que est-ce qu'il s'agit est-ce que le groupe, combien, si jamais c'était venu il y a ceux qui veulent la notion de pureté, donc vont dire que tous ils sont venus, et c'est eux qui ont
eu des enfants. Moi, je ne pense pas, parce que la Tunisie, elle a été, s'il était pour une période juive ou chrétienne ou musulmane, on sait que l'immigration n'était pas forte au niveau de... Donc il y a eu toujours ce qu'on appelle des conversions qui sont faites sur place. Donc, parce que c'est d'où l'idée... il y a des gens qui croient qu'il y a un peuple comme ça qui est venu en masse, c'est le même qui doit revenir, donc comme si ce peuple va vivre 1000 ans. Non, ça n'existe pas pour aucun peuple, donc il peut subsister dans sa forme originelle de cette manière-là. Mais elle est ancienne, ce qu'on peut dire que c'est au niveau des 3 religions monothéistes, les premiers à avoir, c'était les juifs, ensuite les chrétiens, ensuite les musulmans. Voilà, donc maintenant, pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, oui, c'est le seul pays dans la région sud donc, qui a été occupé pendant 6 mois, même si l'occupation, elle s'est faite pour 2 raisons. Tout d'abord, pour couvrir la retraite de Rommel, donc, qui était fait à l'Alamein, en Égypte. Et l'autre mobile de débarquement donc, allemand le 8 novembre 1942, c'était parce qu'il y a eu l'opération Torche le même jour au Maroc et en Algérie. Donc c'est la raison. Donc il n'y avait pas un plan préétabli par les Allemands, n'avait pas un plan pour s'installer, mais c'est le fait que ils ont été rendus compte que les Alliés, ils ont voulu encercler l'Europe à partir des rives sud de la Méditerranée, qui sont venus pour ces 2 raisons. Mais c'est un fait que pendant 6 mois, ils étaient là, donc avec et comme partout ils passent, donc l'idée c'est de mener les mêmes, les premiers à payer, ou bien à en faire eux des boucs émissaires, c'est parce qu'il y avait des bombardements alliés qui se faisaient tous les jours, donc sur les ports, sur les aéroports, sur les terrains d'atterrissage, donc pour les détruire dans le cadre de la guerre. Et les Allemands, ils avaient besoin de la main-d'œuvre, donc ils ont, dès 1 mois après leur installation, donc le mois de décembre, ils vont imposer au chef de la communauté, donc ils vont les prendre en otage pour installer ce qu'on appelle le service obligatoire. Donc ils vont faire des rafles à partir du 9 décembre. Ils ont fait faire 32 camps pour regrouper les travailleurs juifs pour les mobiliser, ou bien pour les rendre corvéables et à merci, donc sans qu'ils soient payés, donc pour les mettre, dès qu'il y a un bombardement, vous êtes quoi? Vous êtes les collabos des Anglais, donc vous devez payer. C'est vous qui vous devez refaire donc les pistes ou bien les quais faites par par des gens auxquels vous êtes liés. Donc c'était affreux pendant cette période-là, évidemment. Heureusement qu'elle n'a pas trop duré, mais c'est clair que ce qu'on peut retenir, c'est que ça s'est fait aussi dans un moment très complexe au niveau de la relation de la France avec les pays qu'elle colonisait, parce que notamment en Tunisie, mais aussi en Algérie et au Maroc, il y avait en 37-38 une répression. Et donc beaucoup de dirigeants nationalistes étaient emprisonnés à cette époque-là, ce qui a mis bien l'idée, comme vous savez, l'idée de l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et donc c'est l'Allemagne donc, qui est contre la France. Donc c'est un moment de répit. C'est pour cela que, et puis l'affaiblissement de la France avait entraîné à ce qu'il y avait des tentatives de faire ressurgir le mouvement national autour d'un bey qui s'appelle Monsef Bey. Mais Monsef Bey n'a pas été, même dans l'histoire ou bien dans la mémoire juive tunisienne, et il est dit comme étant, lorsqu'il a été, parce qu'il a pris le pouvoir en juin 1942, donc
les témoins disent que vous êtes mes enfants tout autant que les musulmans. Donc c'est ce qu'il disait. Donc il n'avait pas joué un rôle, mais lui-même, cette position n'a pas été comprise, parce que lui, ce qui l'intéressait, n'a pas exprimé peut-être d'une manière claire sa position avec les Alliés, de même qu'il n'a pas été avec les Allemands. Mais vous savez que dans les moments où vous essayez de ne pas être trop clair, donc les deux camps vont vous reprocher votre... donc il a fini par être démis parmi les premières décisions après le 13 mai 1943. C'est-à-dire qu'il a été destitué, il a été envoyé tout d'abord en Algérie, ensuite il a terminé ses jours à Pau en France. Donc la question de la Seconde Guerre mondiale a mis la Tunisie à l'épreuve, le pays, ses élites, et aussi déterminé aussi par la suite des alliances ou bien pour l'évolution du mouvement national et la manière, parce que le mouvement national en Tunisie, après la guerre, il a choisi, donc le parti dominant, le Destour a choisi de réclamer l'indépendance en essayant d'être dans le camp occidental, ou bien d'avoir des liens avec, en pensant qu'il vaudrait mieux grignoter la France par ses amis que par ses ennemis. D'ailleurs, l'objet de mon livre qui traite du mouvement de la paix en Tunisie a donné lieu à des divisions au sein même du parti nationaliste concernant l'alliance ou bien leur rapprochement avec les communistes en Tunisie et avec le camp soviétique au niveau international. Donc, aussi bien les syndicats, le principal syndicat, le GTT, que le parti Destour, donc, qui est le plus important, ils ont choisi plutôt la carte américaine. Donc, la Seconde Guerre mondiale a été un tournant, même si c'est au niveau... c'est 6 mois, donc c'est pas les horreurs de ce qui s'est passé en Europe, mais ça nous voyons les traces jusqu'à nos jours. Donc il y a notamment dans le cimetière juif, donc il y a des monuments, enfin aux morts, donc les travailleurs morts, parce que ceux qui étaient dans les camps du travail obligatoire, dès que souvent c'est des gens qui n'ont jamais fait ce travail, ils ont été amenés à le faire. Donc dès qu'il y a hésitation ou bien quelqu'un qui est malade, donc s'il ne se lève pas pour rejoindre le groupe pour le travail obligatoire ou la corvée, c'est pas un travail obligatoire, c'est une corvée. Donc lorsqu'on est malade, beaucoup on a tiré dessus, donc ils sont morts. Donc il y a toute une liste de leurs noms. Donc c'était un moment important, et ce qui a fait que aussi sur une partie des Juifs de Tunisie, leur déception, parce que si on voit l'entre-deux-guerres, c'est plutôt le courant assimilationniste qu'on voit réussir au niveau des élections du Conseil de la communauté. Et donc ce courant-là, qui a prôné l'évolution, l'émancipation à la française, il a subi un sacré coup par rapport à la trahison de la France, parce que les lois de Vichy, les lois, etc., donc même si n'ont pas été... On a c'est-à-dire Esteva, l'amiral Esteva, qui était le général à l'époque, essayait de traîner les pas dans leur application, mais c'était des lois françaises. Et donc, comme il y a eu le décret dans l'abolition, enfin l'arrêt du décret Crémieux en Algérie, en Tunisie, il y a eu le numerus clausus, il y a eu on a arrêté le nombre un nombre bien défini des médecins, un nombre bien défini des avocats, donc il y a eu toutes les lois. Donc, et ce qui a donné une autre vision de la France qu'on imaginait, donc, en tout cas pour les Juifs, c'était le pays de l'émancipation. Donc il y avait un changement au niveau parmi ses conséquences. Et peut-être ça explique
explique aussi le rôle qui a été joué pour qu'une partie aille en Israël des Juifs. Donc je fais la liaison avec le départ. Le départ ne s'est pas fait en 63, il s'est fait depuis 48. Mais sauf qu'il y a une de nos étudiantes qui s'appelle Olfa Ben Achour, donc elle a fait une thèse sur ces départs des Juifs de Tunisie qui ont commencé depuis 43 jusqu'à 67. Elle arrête la date à 67. Il y a eu des évolutions et des moments de flux et puis de reflux. Et c'est lié, en gros, au début, c'est les statistiques qu'elle montre, donc à partir de diverses sources, que à peu près entre 20 et 25 000 qui étaient partis en Israël entre 48 et 55. Donc c'était les premiers départs, mais géographiquement, ils ont touché beaucoup plus le centre et le sud de la Tunisie. Et au niveau social, c'est plus les couches pauvres que les couches, disons, cultivées. Et à partir de un moment d'autonomie interne, s'est posé le problème de ceux qui avaient la nationalité française. Donc, ou bien l'autonomie interne prévoyait qu'ils pouvaient rester comme coopérants ou contractuels. Il y a beaucoup qui ont refusé, ils ont préféré, c'est ainsi que pour les Juifs, une partie a commencé à donc, choisir de partir en France, et le mouvement va s'inverser, donc beaucoup moins pour Israël. Ça continue, mais c'est beaucoup moins. Donc jusqu'à ce que il y a eu aussi Bizerte, et dans Bizerte, et ensuite 67. Donc peut-être que vous parlez de là, surtout de 67. Et 67, c'est-à-dire on appelle les répercussions de ce qui se passait en Orient, qui va se faire en Tunisie. Et là, au total, on peut dire que c'est, si on fait une comparaison avec l'Algérie et le Maroc, c'est à peu près 80% sont allés en Israël. On parle des Juifs. Bon, pour l'Algérie, c'est 90 à 95 sont venus en France. Pour la Tunisie, c'est moitié-moitié. Sur la longue durée, c'est la période de 43 à 67. Aujourd'hui, il n'en reste que essentiellement à Gerba, 1000, 1500, on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui continuent à ce qu'on appelle une certaine vive. J'ai fait avec des collègues à Marseille, donc nous avons fait des enquêtes. Il y a une circulation djerbienne entre à partir de Djerba en France, ensuite Israël, et ça continue. C'est le cas de, et même il y a aussi, nous avons trouvé beaucoup de personnes qui ont fait les trois expériences, donc c'est un peu ça continue pour de tourner. Donc il n'y a pas de, mais le groupe le plus important, d'ailleurs le plus important, se trouve entre 1000 et 1500, je ne pense pas plus, un seul quartier, c'est le quartier de Hara Kbira, donc, qui est une banlieue, pas banlieue, mais c'est juste à côté de Homs Souk, donc la principale agglomération de l'île. Pourquoi ils sont partis? C'est, si vous voulez, pour les avocats, qui étaient les 2/3 des avocats en 1956 étaient des Juifs. Et donc, comme on a parmi les secteurs, parmi les ministères qu'on a arabisés de suite, c'était le ministère de la Justice. Donc, certains vont tenter à s'accrocher. Je cite le cas de Maurice Nizar, qui était l'ancien secrétaire du Parti communiste, avocat, donc il s'est mis à l'arabe, il est resté jusqu'à 68. D'autres qui n'ont pas pu, donc c'est l'exercice de la langue, donc sont été formés, donc c'est une raison. Bien, ce sont ceux que vous avez fréquentés au cours des années 60, ils ont fait leurs études au lycée Carnot,
parce que dans une première génération, donc les enfants des Juifs sont allés à l'Alliance, mais l'Alliance ne pouvait pas mener très loin. L'Alliance pouvait donner un diplôme. Donc, pour pouvoir terminer ses études, il faut passer le bac au lycée Carnot. Et lorsqu'on vient, donc, le lycée Carnot va permettre à ce qu'on fasse des études en France. Les années 60, la France était accueillante. Et une fois les enfants s'installent en France, donc ils vont finir, quelques années, ils vont visiter les parents, ils vont finir par emmener vont conseiller les parents de venir ici. Donc il y a eu plusieurs situations. Donc c'est dans les travaux de nos étudiants, tout cela a été... donc, pourquoi ils sont partis? Les deux, il y a des conditions objectives, de même que dans le pays, il n'y avait pas un effort particulier pour les retenir aussi. Ce que dit Albert Memmi, donc chaque nation, il y a une compétition. Donc la nation, les nationaux, enfin le groupe arabo-musulman, donc c'est dit que c'est jaloux. Donc ils voulaient disent que peut-être ils ont plus de chances que nous, donc pour dominer à nouveau. Donc on les accusait d'avoir dominé pendant la période coloniale, ils ne vont pas redevenir aussi dominants pendant la période de l'indépendance. Donc il y a ces facteurs-là. Donc peut-être qu'ils n'ont pas fait, tout l'effort n'a pas été fait pour sortir. Mais aujourd'hui, nos enfants, j'en ai 3, 2 vivent ici. Donc c'est le phénomène a touché peut-être en premier les Juifs, mais c'est un phénomène qui a continué pour les autres communautés. Donc les deux sont là. Je ne peux pas dire que est-ce qu'il y a eu donc un phénomène parce que tout ça demande, pour l'historien, ça demande qu'on trouve des preuves, parce que je lis ça et là qu'ils ont été chassés. Chassés comment? Donc, pour chasser, donc, il faut qu'il y ait des mécanismes. Tous disent que nous sommes partis, nous avons déclaré qu'on allait en vacances, puis on n'est pas revenu. Donc chacun a une situation, donc, mais faute d'études chiffrées qu'il faut mener, il ne faut pas hésiter à les mener, parce que l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Donc pour comprendre, je dirais qu'il y a eu une compétition, ou bien entre deux nationalismes, ou bien deux types de... Donc les vainqueurs, ceux qui se considèrent vainqueurs, ils ont voulu prendre à eux l'État national, le nouvel État, toutes les chances qu'ils pouvaient offrir. Donc ils ont voulu se les approprier, comme dans toutes les transitions. Donc il y a toujours des groupes qui se veulent gagner le plus possible de la nouvelle situation. L'actualité des Juifs, je pense que j'ai répondu avec ce que nous avons. Par exemple, nous avons dans cette enquête qu'on appelle ça connectivité djerbienne, il y a une école, encore une école à Tunis. Ce que nous avons constaté, en gros, c'est 26-27 élèves, qui sont tous niveaux confondus, mais l'idée, ce n'est pas les anciennes écoles de l'Alliance, mais c'est un groupe, Lubavitch, qui a fondé cette école-là, mais il est aujourd'hui dirigé par l'enseignement français. Il y a ces 27 élèves, vous allez trouver de première année primaire jusqu'au bac. Mais en analysant les 27 élèves, nous avons trouvé que la majorité d'entre eux sont des enfants de Juifs de Zarzis et de Djerba. Ça veut dire qu'il y a tellement un vieillissement de la population juive de Tunis qu'il y a une immigration, exode, qui s'est fait donc du sud vers Tunis, donc autour de 150-300 personnes qui vivent à Tunis. Et Tunis et banlieue, notamment la Goulette. Mais à l'origine, ils n'étaient pas des Tunisois. Et ce qui fait, ça s'est répercuté au niveau... Parce que la communauté n'avait pas fait d'élection depuis 1955.
l'année dernière, lorsqu'ils ont fait des élections, le président de la communauté, il est d'origine de Zarzis, de même que le grand rabbin de Tunisie, il est de Djerba. Donc ça a donné lieu à des nouvelles configurations au niveau des structures de gestion de la communauté. Donc voilà, évidemment, tout ce que je vous dis là, ce sont des explorations par rapport à ce qui se fait. Par exemple, l'assistant du rabbin, qui s'appelle Moshe Uzan, fait un travail extraordinaire au niveau de la conservation, parce que aussi, lorsqu'il y a des départs, évidemment, beaucoup de choses sont en train de disparaître, ou bien pour négligence, ou parce qu'un lieu qui n'est pas gardé, ou un lieu qui n'est pas... donc il y a un travail qui se fait aujourd'hui de sauvegarde, de numérisation, et j'espère que ce travail-là puisse nous livrer, parce que beaucoup de nos travaux, de nos étudiants, se font à partir des archives nationales. Les archives nationales sont essentiellement les fonds d'archives de l'administration coloniale. Donc toute archive, donc, elle est en fonction de ceux qui l'ont fait, donc peuvent... donc il faut la compléter, et je pense qu'une des sources qui n'est pas bien utilisée, ce sont les archives des Juifs eux-mêmes, notamment de la communauté, ou bien des archives du grand rabbinat. J'espère avoir répondu pour les 5 premiers. Donc il y a madame... Oui, pardon. Je voulais savoir si les termes de Ashkénaze et Séfarade étaient utilisés en Tunisie, pour les juifs. Cette question-là. Oui. Je voudrais savoir que vous nous parliez des classes sociales auxquelles appartenaient les Juifs juste avant l'indépendance, s'il vous plaît. Oui. Donc moi, je suis issu d'un père qui était juif. Alors je ne dirais pas de Tunisie, parce que son père lui-même était de Tripoli. Comme tout, je m'appelle Arbib. Les Arbib, il y en a peu en Tunisie, il y en avait, mais il y en avait beaucoup en Libye. Et ma grand-mère paternelle vivait à Sfax, mais elle venait du Maroc. Donc, dire aussi qu'il y a des... Vous l'avez dit, Habib, c'est qu'il y a beaucoup de variétés où c'est pas uniforme. Et donc, il vivait à Sfax. Et quand vous avez parlé des causes du départ des Juifs de Tunisie, moi j'ai vécu en Tunisie de 61 à 78. Et j'ai passé le bac au lycée Carnot. Par exemple, quand il y a eu la guerre de 67, alors j'étais enfant, hein, j'avais 7 ans, mais je n'ai pas entendu parler des magasins des Juifs de Tunis qui ont été ou détruits ou incendiés. À Sfax, il ne s'est rien passé. Donc il y a aussi beaucoup de variétés. Sfax, c'est la deuxième ville du pays. J'y retourne régulièrement. Je ne sais pas s'il fait peut-être 1 500 000 habitants, l'agglomération. Il reste 3 juifs. Un libraire et sa femme, qui ont 85 ans. Et la femme, il y a une synagogue, je ne sais pas si c'est Edmond ou Edgar Azria. Il reste la femme qui doit avoir 85 ans. Quand ces 3 personnes vont mourir, il n'y aura plus de juifs à Sfax. Et c'est toujours la deuxième ville du pays. Dire aussi que, vous avez parlé des communistes, alors je ne sais pas si c'est le cas de ma famille ou pas, je savais que mon père était communiste parce qu'il a fait ses études à Grenoble, mais j'ai appris plus tard que toute sa famille, donc ils étaient 7 frères et sœurs. Maintenant sur Internet on retrouve beaucoup de choses. J'ai retrouvé un rapport des renseignements généraux dans les années 60. Toute la famille de les frères et sœurs de mon père, était suivie jour par jour. Il y avait des comptes rendus de la réunion de cellules. J'ai un autre, le cousin germain de mon père, était aussi communiste. Il a même migré vers le FLN. Il est devenu artificier du FLN pendant la guerre d'Algérie. Et ce qui m'amène à une question, donc je pourrais témoigner
la situation des Juifs de Tunisie, même si je n'y vis plus depuis 1978, mais j'y retourne, c'est la question des communistes. Pourquoi, donc vous l'avez dit, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient communistes. Ma mère me disait, c'est les bourgeois, entre guillemets, juifs, ils sont tous communistes. Alors, une anecdote, mon père a fait ses études de médecine avec le père de Michel Boujna, avec qui j'ai pu communiquer, et je lui dis ah, mais nos deux pères étaient communistes parce qu'ils étaient bourgeois. Il me dit ah non, moi mon père n'était pas bourgeois, il vivait, il était pauvre en fait. Et je m'interroge sur la question pourquoi il y avait tant de juifs chez les communistes. Et je reviens juste en arrière sur la guerre. Moi, mon père, comme mon grand-père, ils étaient italiens. Et il y a eu une période où ils ont été protégés. Par exemple, les Allemands les arrêtaient, les Italiens les faisaient libérer. Et à la fin, alors les détails, je les ai vus après, les Allemands sont devenus assez violents comme en France, et ils travaillaient, et ils versaient des rançons. Et heureusement qu'ils ont été, on les a fait fuir de Tunisie, et ils finissaient à la chambre à gaz. Les chambres à gaz avaient été construites. Mais ma question, c'est sur les Juifs. Pourquoi tant de Juifs au Parti communiste? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va commencer là, puis on voit après. Bon, Ashkenaz, séfarade, les Juifs de Tunisie font plutôt de ce qu'on appelle séfarade, mais ce mot ne couvre pas, parce que séfarade, c'est l'Espagne. Donc, alors qu'il y a une partie des Juifs qu'on appelle, en Tunisie, on appelle Grana, les Livournais, qui sont venus de l'Espagne vers Livourne. Donc, ils sont venus, ou bien d'autres sont allés à Smyrne, ou bien à Thessalonique, ou bien à Alexandrie. Donc, ils sont allés tout d'abord en Europe, et ensuite ils sont venus en Tunisie. Mais donc, en Tunisie, il y avait déjà donc, ce qu'on appelle les Twins. Donc, aujourd'hui, lorsque vous êtes au Borgel, vous allez trouver une grande étendue, on appelle la partie, le carré des Twins, et un mur à gauche, et il y a les Livournais. Donc, mais les Livournais, est-ce qu'on va les appeler? C'est ça les séfarades originaires d'Espagne, mais en passant, après avoir passé 2 siècles ou 3 siècles en Toscane, ils sont devenus. Donc, est-ce qu'on va donc ajouter à cette division plutôt en Europe entre séfarades et ashkénazes, ajouter les Juifs d'Orient, les Juifs qui sont restés dans les pays arabes, dans l'ensemble des pays qui étaient dans le monde musulman. Donc, est-ce qu'il y a eu, donc tout à l'heure, donc je parlais d'un voyageur qui s'appelle Ashkenazi, donc ça se voit, il est né originaire de Pologne ou bien de Lituanie, donc on n'est pas très... Mais en tout cas, c'est un Ashkenaz. Mais il y a eu des gens qui sont venus comme réfugiés, mais pas dans la manière avec laquelle on va, comme l'identité avec ils vont apparaître, notamment parce que le grand problème s'est fait surtout en Israël. Les fondateurs étaient beaucoup plus ashkénazes plutôt que... Et donc, ça séfarade, et ça a donné... Donc, toutes les complications des choix des partis politiques donc, en Israël. Mais en Tunisie, la grande distinction qui s'est faite, c'est entre un petit groupe, ça remonte au XVIIIe siècle, ceux qui sont venus de Toscane, c'est les Grana. Donc, dans les traces jusqu'à nos jours, il y a Souk le Grana, donc même s'il n'y a plus de Juifs dans ce souk-là, mais ça s'appelle toujours Souk le Grana. Et j'ai lu tout à l'heure un texte où les Juifs qui se disaient Twins autochtones, ils ont dit au bey de ne pas les accepter, mais lui, c'est pour d'autres raisons politiques et surtout commerciales et économiques, les accepter parce que c'était ses principaux liens, les liens entre la Tunisie, donc c'était des passeurs de modernité au niveau du commerce, au niveau de beaucoup d'installations des machines à l'huile et de les machines d'olive, donc les maquines, ou bien beaucoup d'activités étaient
l'imprimerie aussi, c'est ces groupes-là ces groupes livournais qui ont joué un rôle important, même s'ils étaient beaucoup moins nombreux que les Twins, que les autres, ceux qui sont disons, en gros de souche, mais ils étaient influents au niveau de beaucoup d'activités. C'était eux les premiers médecins, c'était eux les premiers pharmaciens, les premiers imprimeurs, donc ils ont joué un rôle économique important. Pourquoi il y a eu donc un très beau texte il provient de la police, qui essaie d'expliquer cette idée, pourquoi beaucoup de riches juifs sont devenus communistes. Tout simplement, c'est le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait l'antifascisme. C'est le seul parti qui pouvait qui pouvait accueillir. Donc c'est l'antifascisme, la recherche de l'universalisme, et notamment une très belle thèse de Opesi, Martino Opesi, donc qui montre que la bourgeoisie livournaise, enfin, d'origine italienne, très déçue, parce que jusqu'à 1938, il va y avoir les lois antiraciales de Mussolini. Donc jusqu'à cette bourgeoisie juive donc, italienne, pensait que Mussolini n'allait pas arriver aux méthodes ou à ce qu'avait fait Hitler. Donc c'est la déception de ce groupe-là. Et en groupe, on a vu un basculement qui s'est fait vers le Parti communiste. Et les deux principaux journaux de l'époque antifascistes vont être dirigés par des enfants qui sont des enfants dont les parents étaient plutôt autour du groupe du journal L'Unione ou bien des partis italiens qui étaient proches du régime. Ils n'étaient pas fascistes, mais ils voyaient la grandeur de l'Italie. Donc cette déception a fait que ceux qui ont une partie qui ont dirigé la résistance, Maurizio Valenzi par exemple, ou bien Ben Sasson, ceux qui ont dirigé le Parti communiste à l'époque de l'époque allemande, de l'époque de Sebag, c'est pas des familles, c'est des familles riches. Le père de Paul Sebag, Victor Sebag, c'était un grand avocat de la place. Donc il y a beaucoup de riches par adhésion, je dirais, idéologique. C'est-à-dire qu'ils ont vu que dans le communisme pouvait être, notamment, c'est plutôt les enfants. Ce sont les enfants, et les lieux de résistance ou lieux de formation des tracts étaient à Khéredine. C'est là où les résidences d'été de ces juifs, donc disons bourgeois, mais ce sont plutôt leurs enfants qui se sont parfois alliés à des fils de ministres, ministres tunisiens, par exemple. Un jeune qui a joué un rôle important, c'est le fils il s'appelle Hamadi Jellouni, donc je disais même il est mort dans un accident le jour de la grande manifestation du 16 mai à Tunis. Après il n'y avait pas de possibilité d'aller de la Massa à Tunis qu'en s'accrochant dans un camion militaire, mais il est tombé, donc il est mort. Donc mais il était présenté après la guerre comme étant un héros de la résistance parce qu'on avait profité du fait qu'il était fils de ministre. Il pouvait transporter les journaux Talia et l'Avenir social pour pouvoir également, comme après la guerre, il y avait l'aura du Parti communiste, du syndicat qui a été pris en mars, l'équivalent, l'union départementale de la CGT à partir de mars 1944 est devenu dirigé par les communistes. Donc ce qui fait que beaucoup de... parce que on ne peut pas dire, c'est une manière déformée de dire que tous les juifs étaient riches. Non, il y avait des juifs riches, des juifs très pauvres. Mais c'est leur place qu'ils vont occuper au niveau des syndicats va faire
attiré beaucoup aussi des juifs, à la fois ce qu'on avait parlé, donc les enfants des riches, mais aussi il y a des enfants ceux qui étaient réellement des ouvriers. Donc dans l'index biographique établi par Juliette Bessis, donc on voit beaucoup de cadres étaient juifs dans les syndicats, parce que le syndicat était lui-même divisé en deux syndicats proches des nationalistes et des syndicats proches des communistes, l'USTT. Donc les juifs étaient là. Pour ce qui est parmi les articles ici, donc les juifs originaires de Tripolitaine, il y a eu 3 vagues. Je ne sais pas que votre famille 1912. Donc ce que j'ai traité, c'était à l'occasion du colloque de Sawira. Donc l'immigration des juifs originaires de Tripolitaine vers la Tunisie de 1936 à 1948. Donc parmi eux, il y a une immigration qui s'est faite en pleine guerre, et malheureusement ils ont été mis dans une fondouk à la Marsa, et à la Marsa il y a eu un bombardement allié, donc il les a détruits. Donc ils ont fui la guerre en Libye, la guerre les a poursuivis en Tunisie. Donc évidemment, de même qu'il y a eu beaucoup ça concernait aussi bien les Juifs que des Français, il y a eu beaucoup de mouvements à partir de l'Algérie, que ce soit en direction du Maroc ou en direction de Tunisie. Donc parce qu'il y avait à l'époque, au lendemain de l'établissement parce qu'il y avait tout un débat, est-ce qu'on va faire une annexion et parce qu'il y avait l'idée d'en faire de la Tunisie un 4e département, à côté des 3 départements français d'Algérie. Ou bien l'idée d'en faire, c'est-à-dire un protectorat. Donc donc il y avait en tout cas beaucoup de Juifs qui sont originaires d'Algérie, voyant la situation, donc l'occupation de la France, de la Tunisie, pouvait offrir une chance dans un pays qui était à mettre, donc à développer, comme on en disait à l'époque, en faire des chemins de fer, il y avait du job, il y avait du travail en Tunisie, de même comme après 1912, beaucoup aussi pas seulement de Juifs algériens seulement, mais il y a d'autres qui sont des Français établis en Algérie où leurs affaires ne marchaient pas bien, vont s'installer au Maroc. Donc ce mouvement, c'était plus facile. De même que hier, on avait parlé du cas des musulmans algériens, donc c'était, même si c'était réglementé, on voulait contrôler, mais au cours de cette période-là, les mouvements se faisaient plus facilement. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à vos interrogations. Évidemment, la question sur les classes sociales aussi. Oui, c'est dit qu'il y avait autant. Donc c'est Jacques Belaïch qui était membre du conseil municipal. Il était dirigeant syndicaliste. Donc c'est pas un hasard le fait qu'il soit élu. Ou bien il y avait des Juifs élus au Grand Conseil. Parce qu'il y a à plusieurs niveaux les élections, ce n'est pas les élections directes. Donc le fait que Georges Attal se trouve comme élu au Grand Conseil, donc c'est-à-dire qu'il y avait certaines couches au niveau des commerçants, donc préférées à ce moment-là, mais il ne faut pas oublier, c'est dans le contexte où les communistes participaient au pouvoir. Ici, donc c'était une période où le communisme et la victoire de l'Union soviétique à l'époque était quelque chose qui a attiré. Donc il faut attendre la guerre froide pour qu'il y ait des divisions vont se faire entre les deux. C'est dans ces moments-là, dans ces contextes-là, que de même qu'il y a eu aussi au niveau parce que toujours il faut trouver les moyens pour pouvoir arriver à des conclusions, c'est-à-dire en suivant les élections du conseil de la communauté, parce que le seul conseil élu, c'est celui de Tunis. Depuis 1921, les communistes, le conseil de la communauté juive de Tunis était élu. On appelle l'élection se fait pour le conseil des 60.
Et parmi les 60, on choisissait 12 qui dirigeaient la communauté. Évidemment, les femmes étaient exclues. Elles ne participaient pas. Femmes. Donc c'est Bourguiba, en réformant, il va dissoudre en 1958, il va faire un comité provisoire, mais il leur dit que c'est à condition que les femmes juives doivent participer aux élections. Malheureusement, depuis jusqu'à une date récente, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection parce qu'il n'y a plus en gros de communauté. Donc ce sont les aléas, de même que le code du statut personnel qui était fait au début, disons, qui reste le code le plus avancé, qui a interdit la polygamie, etc. Mais l'année d'après, donc en septembre 1957, on a supprimé les tribunaux rabbiniques. Et donc ça a posé un problème chez les juifs, c'est-à-dire que les jugements vont se faire au nom du code du statut personnel. Et la référence dans le code du statut personnel, il y avait un compromis avec le droit musulman. Donc, on a considéré comment vous voulez. Mais en tout cas, sur le choix, au niveau de l'âge de la femme, donc tout ça, pour les femmes, ça a été aussi on a enlevé il n'y a plus de polygamie, donc il y a plein de. Mais ça n'a pas été bien accepté. Parce que pourquoi ils sont partis? Entre autres, à cause du tribunal rabbinique. Entre autres, parce que le cimetière qui est resté donc, non fonctionnel, on a transformé en jardin public. Donc le jardin Tamer. Donc pour les Juifs, c'était comment la France. Donc on a résisté à la France pendant le projet de transformer le cimetière en jardin. Il y a un article donc, dans cet ouvrage. Existe, c'est un projet français qui date depuis 1907. Donc vous voyez donc les aléas de la. On a voulu Charles Haddad, le président de la communauté à l'époque, chez lui dans ses souvenirs, dit que on était en train de faire un arrangement et un compromis parce que chez les Juifs, l'idée avancée que le mort, une fois enterré dans un lieu, ne peut pas être déplacé, ne peut placer ailleurs, sauf pour le monde des Oliviers. Sauf pour le monde des Oliviers. L'exception, c'est que si on veut Donc, il y avait une négociation pour qu'on laisse une partie, ou bien les familles qui voulaient emmener leurs enfants au monde des Oliviers. Donc, mais sauf que le maire avec lequel qui avait une certaine, disons, une force, Ali Belhouen, donc il pouvait tenir tête à Bourguiba, il est mort. Au moment de ces négociations, il est mort d'une crise cardiaque. Et donc, celui qui a pris sa place ne pouvait pas tenir devant. Donc, c'est les aléas, les détails de l'histoire. Je voulais dire que, reprendre les élections qui ont lieu en 47, 51, 54, 2 listes se présentaient, toujours d'après Charles Haddad, mais aussi par d'autres sources. Il y a la liste de la tradition et la liste de la modernité. La liste de la tradition donc, a pu gagner les élections de 1951 et 54, dirigées par Charles Haddad. Et la liste de la modernité de 1947 a été gagnée par Elie Nataf, qui est le grand-père de Claude Nataf, qui est actuel président de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Et si on regarde des alliances qui se font, à chaque fois dans les 3 élections, la liste de la modernité qui était plutôt des libéraux, ils étaient alliés avec les communistes juifs. Parce que c'est, d'ailleurs dans un article, dans ses mémoires, il dit le communisme au ghetto. Donc c'est comme quoi Charles Haddad, il dit que, et à chaque fois, il essaie de montrer cette collusion entre les libéraux et avec les communistes. Donc c'est une question d'alliance qui se faisait pour avoir le conseil de la communauté. Donc, mais dans ces élections-là, il y a eu les élections de 47,
c'est les libéraux et les communistes qui avaient gagné, et 51 et 54, les dernières élections d'avril 54, avril 55, je crois. Parce que ça, si c'est 51, donc ça doit, tous les 4 ans, donc c'est 55. Donc il faut, nous, étudier ces phénomènes dans leur, non pas dans leur simplicité, mais dans leur complexité pour essayer de les comprendre. Parce que si on cherche la simplicité, on va trouver, tout est clair, tout est tracé d'avant, comme c'est une... Mais rien n'est, par exemple, dans un article qui s'appelle ici, donc les Juifs anticolonialistes, j'ai traité du cas des communistes, parce que bon, les choses étaient un peu, en gros, compréhensibles pour ceux qui ont choisi, en gros, l'émancipation à la française. Bon, leur chemin, c'est la France. Dans la majorité, les autres ont accepté, même s'ils ne sont pas sionistes, parce que je ne crois pas que ceux qui étaient partis en Israël parce qu'ils étaient sionistes, parce que c'est l'agence juive qui organisait les départs. Donc, un pays dans la détresse, dans la sécheresse pendant 4 ou 5 ans, donc on vient vous dire que votre voyage est pris en charge, donc vous allez aller au pays auquel vous avez toujours rêvé, vous avez toujours dit l'an prochain à Jérusalem, donc évidemment, et on vous dit que vous devez aller à Alger ou bien à Naba, par la suite vous allez à Marseille, vous allez attendre un petit moment, et voilà il y a une partie qui est allée là-bas. Donc, mais les communistes, les juifs communistes n'ont jamais pensé à cela, mais au niveau du réel, eux aussi ils sont partis. Plus tardivement, plus d'une manière, mais ils sont partis parce que ils rêvaient de cette Tunisie de laquelle ils étaient un peu eux aussi déçus, notamment avec le parti communiste. Déjà, il y avait des mouvements au sein du Parti communiste. Il ne fallait pas que le principal dirigeant du parti soit juif dans un pays où la majorité était musulmane, donc il fallait régler cela. Donc il y a eu tout un congrès fait en 1957 dans l'histoire, c'est le congrès de la déstalinisation, ou bien Guy Sitman appelle ça de la dénizardisation. Donc il a un très beau roman qui s'appelle Gagou, je ne sais pas si vous avez la chance de le lire, nous l'avons réédité, nous l'avons réédité en Tunisie. J'ai fait la préface, Gagou s'appelle, et raconte son histoire personnelle parce qu'il était, Guy Sitman, qui était dans le journal Nouvel Observateur, était militant communiste. Donc il y a déjà cette lutte interne au sein du Parti communiste. Ajoutez à cela que les communistes, ils étaient vus eux aussi plus en tant que juifs qu'en tant que communistes après la guerre, puisque le parti a été interdit en 1963, parce que donc c'est peut-être un peu plus tardivement, ils étaient partis, mais j'ai rencontré même des personnes où toute la famille était partie, et lui, il était par esprit partisan, était resté encore 2 ans, mais il s'est trouvé tout seul. Les enfants étaient partis, la femme était partie, donc il a fini par aussi partir. Donc c'est des itinéraires desquels il faut en tenir compte. Et certainement, j'imagine que les gens autour de vous, vous connaissez, c'est des itinéraires importants. Un de mes projets, c'est d'en faire un livre sur les juifs communistes. Donc c'est un peu dans leur... parce que je considère c'est le groupe qui a été jusque-là moins connu en tant que groupe. On le connaît au sein du Parti communiste, mais en tant que groupe social, avec ses illusions, avec ses espoirs, avec ses déceptions, n'était pas connu. Bon, je propose là qu'on arrête pour l'instant cette séance. Oui. C'est surtout les avantages qu'offrait Israël dans le monde entier. Tous les juifs ont été attirés pour aller là-bas. J'irai sur tout ça. Et je voulais dire pas tous les juifs, parce que je viens de donner des chiffres. Il y avait tellement d'avantages, mais j'assure, j'avais participé, j'avais vu un documentaire là-dessus, il disait vraiment qu'il y avait énormément d'avantages. Bon, je voulais dire ce soir que j'aime tous les juifs qui sont humains,
qui pensent que, voilà, qu'on est tous une grande famille de l'humanité. Il y en a beaucoup hein, qui ont dénoncé depuis qu'il y a la guerre, hein, qui ont dénoncé ce qui se passe. Voilà, tuer des enfants, des femmes, c'est pas humain. Voilà, donc j'aime tous les juifs qui sont humains, qui ont un grand cœur dans le monde entier. Voilà, je voulais le dire parce que voilà, on est tous, moi je me sens très proche au niveau de la religion des juifs. Bon, je me sens chrétienne parce que bon, j'ai grandi dans un pays chrétien. Après, je me sens proche donc, du judaïsme et bien sûr j'ai une filiation musulmane. Mais voilà, on est tous frères et sœurs dans l'humanité et merci à tous ceux qui ont dénoncé. Il y en a beaucoup des juifs voilà, qui sont haut placés, qui ont fait des choses voilà, pour que l'humanité avance dans l'amour. Voilà. Merci. Merci. Enfin, si je peux. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai lu le livre de Julien Cohen-Lacassagne, qui a écrit un livre sur les juifs berbères. Et où il. Alors, je disais que j'ai lu un livre d'histoire d'un historien qui s'appelle Julien Cohen-Lacassagne, qui a écrit un livre sur les juifs berbères où il parle des juifs qui ont vécu en Afrique du Nord bien avant l'arrivée des musulmans, bien avant même les chrétiens, et qui étaient en fait effectivement des berbères qui se sont convertis. Et qui, contrairement à ce qui était raconté, c'est pas des juifs qui sont venus soit de Palestine ou même après ceux qui sont venus de l'Espagne. Voilà. Par contre, moi, ce que je... Mais il faut bien que la religion soit emmenée par quelqu'un. Donc, on ne peut pas naître juif en Afrique du Nord. Donc, voilà. Juste, alors, je continue juste. C'est juste pour dire que l'histoire dans ces pays-là où il y a effectivement un problème avec les minorités, hein, c'est pas simplement en Tunisie, c'est partout dans ce monde-là qu'on appelle le monde musulman, il y a vraiment un problème. Et notamment en Afrique du Nord, alors là, il y a un vrai problème, même avec la communauté la plus importante, la plus autochtone, la plus originale de ces régions, qui sont berbères. Alors vous-même, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez cité tous les strates de la Tunisie sur lesquels vous travaillez. J'étais un peu étonné que vous n'êtes pas intéressé aux berbères et qui sont pourtant encore réels en Tunisie, puisqu'ils sont estimés entre 300 000 et 500 000, et qu'il y a même une région où ils sont encore pratiquement majoritaires, qu'ils ont gardé même la langue. Enfin, c'est-à-dire, voilà, pourquoi il y a en Tunisie, il y a vraiment ce... Voilà. Le substrat de la population, la majorité des Tunisiens sont des berbères, qui sont devenus par la suite arabisés, mais il y a des tribus, je ne sais pas, aujourd'hui, parce qu'il y a une culture dominante qui a fait que des Fréchiches, par exemple, dans la région de Casrine, c'est les Fraxès, c'est les berbères Fraxès, mais qui se sont, par la suite, se sont donnés comme mythes fondateurs, qui sont venus, parce que même les Arabes, dans les régions dont vous parlez, d'Ouiret, ils parlent le berbère, mais lorsque vous leur dites, montrez-moi l'arbre, d'où est-ce que vous... combien vous êtes, depuis quand vous êtes là? Non, ils disent, non, nous sommes des Arabes, sont venus de Saqi al-Hamra. Donc il y a des mythes qui se font, mais pour moi, même si nous allons faire dans cette collection sur les Amazirs, mais je considère que le substrat, l'essentiel de la population sont des berbères. Donc, alors que, évidemment, c'est ce qu'on appelle des majorités minorisées, alors qu'ils sont dominants au niveau du nombre, au niveau de la présence, mais au fur et à mesure que les cultures qui sont venues par la suite, ils les ont négligées ou minorisées. Mais on ne peut pas dire aux gens qui constituent l'essentiel de la population, vous êtes la minorité. Donc même si aujourd'hui se présentent sous cette forme-là des formes des fois d'affrontements en Algérie ou au Maroc. Mais la culture domine, il y a ce qu'on appelle la culture dominante. Donc c'est pas que je les ai oubliés, mais pour moi,
Mais vous avez raison, des fois on nous dit, comme un prochain livre, donc nous allons faire sur les Noirs, parce que lui, il y a des Noirs tunisiens qui sont depuis 5 siècles, ils sont le résultat de ce commerce, mais ils font partie. Mais aujourd'hui, ils parlent comme tout le monde, ils sont complètement arabophones, ils sont des chanteurs, mais certains parmi eux, aujourd'hui, sont emprisonnés parce qu'on les a accusés comme étant de collusion avec les subsahariens qui n'ont rien à voir avec ça. Peut-être qu'ils sont, depuis 4 siècles, ils sont venus originaires mais ils n'ont rien à voir. Ils ont agi, à travers des associations, ils ont hébergé ou bien ils ont assuré l'installation et on leur a reproché de vouloir... donc ils ont voulu les mettre. Donc, mais vous avez raison d'évoquer ça. Pour ceux qui veulent faire dédicacer le livre de M. Kazdali, il est là. Donc vous n'hésitez pas. Concernant le livre de Kohen Lakassem, alors l'hypothèse la plus forte qu'il avance, c'est que le judaïsme dans l'Antiquité était prosélyte. Ce n'est pas les hommes qui se déplaçaient, ce sont les idées qui sont déplacées du Moyen-Orient vers l'Afrique du Nord et vers le Maghreb. Donc c'est ça l'idée forte de Lakassem. Mais je pense que je souscris pleinement à ce que vient d'être dit par M. Kazdali. L'humanité est plurielle. L'unicité, c'est contre l'humanité. Simplement, les projets d'homogénéisation dont sont porteurs les États-nations ne doivent pas se construire au détriment de la diversité et de la pluralité qui est l'humanité même. Et c'est en cela que je souscris pleinement à son livre et à tout ce qu'il vient de dire. Il faut que les sociétés prennent le pari de la pluralité et de la diversité, et non de l'uniformité. On est pluriel, on est fait ainsi, on est pluriel, on est divers, et les États-nations doivent se construire en tenant compte de la pluralité et de la diversité de ces nations dont vient de parler M. Kazdali. Je le remercie beaucoup.